Cette fusillade relance une nouvelle fois le débat sur le port d'armes aux États-Unis. Oui, et rien ne semble y faire, rien ne permet à la société américaine de réfléchir de manière apaisée sur cette question des ports d'armes qui est en train de décimer sa population. Pas même les tueries aveugles d'enfants, on pense à la tuerie de Sandy Hook dans l'école de Columbine, ni même les larmes du président américain, ni l'attentat d'Orlando qui a été rendu d'autant plus facile qu'acheter une arme à feu en Floride est à peu près aussi compliqué qu'acheter une série de clubs de golf, ni la violence policière qui est devenue un engrenage. Les policiers s'attendent à chaque acte banal de contrôle de la route ou d'interpellation à ce que la personne en face de lui soit armée et éventuellement sorte une arme. Du coup, les procédures d'interpellation sont extrêmement brutales et donc conduisent aussi à des bavures et à des drames. Tout cela ne provoque pas l'électrochoc nécessaire à une réflexion dans la société américaine, pas même les chiffres. Il y a chaque année environ 30 000 morts par arme à feu. C'est l'équivalent de la destruction d'une ville petite, moyenne, française comme Auxerre ou comme Périgueux. Auxerre, Périgueux, rayés de la carte tous les ans. C'est ça le bilan des armes à feu aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que ce pays supporte encore cela? Il y a un lobby qui défend les armes à feu, la NRA, qui développe des arguments et une logique qui ont fini par rentrer dans les mentalités et qui sont au fond assez discutables quand on y réfléchit un instant. Le premier argument, c'est de dire que les Américains sont attachés aux armes à feu, c'est culturel. C'est un pays qui s'est construit avec des pionniers qui sont arrivés dans un pays qui était dangereux, qui était sauvage. Il fallait se défendre des bêtes. Ensuite, il a fallu se défendre des populations locales, des Indiens qui ne voulaient pas qu'ils s'installent. Et avoir un fusil fait partie de la culture américaine. On pourra objecter que dans les cultures européennes, des traditions comme l'omerta, comme la vendetta, comme le crime d'honneur faisaient aussi partie des choses admises et qu'au fur et à mesure de l'évolution d'une société vers quelque chose d'un peu plus moderne et avec un respect de la vie plus important, on a considéré que ça n'était plus d'actualité. Peut-être que les États-Unis, sans doute, sont capables de faire la même chose. Le deuxième argument, c'est le culte de la liberté. On n'interdit pas les choses aux États-Unis. On voit bien quand on va aux États-Unis que ce soit à la fois sur les chauffards qui sont très sévèrement réprimés, que ce soit sur les fumeurs, que si on décide que la société et que les comportements individuels doivent être réglementés, ils peuvent l'être. Et tant pis pour la liberté. Donc l'argument aussi ne tient pas. Et puis il y a le fameux, le sacro-saint deuxième amendement de la Constitution. Impossible d'interdire les armes à feu. C'est inscrit dans la Constitution. Et ça, c'est à mon sens l'argument qui est sans doute le plus inaudible, parce que c'est une véritable escroquerie intellectuelle. Que dit cet amendement qui a été écrit en décembre 1791 ? J'insiste. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Le droit qu'a le peuple et non pas les individus, au passage. On voit bien l'argumentation, on ne touche pas à ce droit qu'a le peuple d'avoir une arme. Pourquoi ? Parce que une milice bien organisée est nécessaire à la sécurité d'un État libre. On est, à cette époque, au tout début de la construction de la République américaine, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de police, il y a à peine une armée. L'indépendance vis-à-vis des Anglais est encore très fraîche. Et on se dit bien que pour garantir la sécurité publique au quotidien, mais il faut qu'il y ait des citoyens qui se mobilisent, qui fassent le travail, ça va devenir les shérifs. Et puis qu'en cas d'une agression extérieure, il faut une armée de citoyens qui soient mobilisables et qui soient armés. Donc, un peu sur le modèle français de la même époque, celui qui deviendra la conscription. Donc, il faut que les citoyens soient armés pour pouvoir, à un moment donné, former l'armée des États-Unis et défendre le pays. Aujourd'hui, dans un pays où vous avez non seulement l'armée qui en nombre est la plus importante, 1,5 million d'Américains sont des soldats, 800 000 réservistes, la garde nationale, 450 000 hommes, les polices fédérales, sans parler des 17 agences de renseignement. Si on n'était pas dans une démocratie, vous prenez ces chiffres-là, vous les mettez en Russie, vous en faites un critère de dictature, tellement la société est militarisée et policée. On est aux États-Unis, donc il n'y a aucun doute sur le fait que les citoyens ont les moyens, par les forces de l'ordre déployées, d'être bien protégés. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait autant d'armes à feu. Au fond, on voit bien que la NRA, avec son lobbying extrêmement fort, fait pression sur les élus et qu'il y a en face des élus qui ne sont pas suffisamment solides pour se dire qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas entendre ces arguments et qui voudrait entendre autre chose. C'est peut-être ce qu'a commencé à faire passer comme message Bernie Sanders dans sa campagne, en allant sur des thèmes qui étaient censés être des thèmes inaudibles dans le débat public. On ne touche pas à la finance, on ne touche pas aux grands groupes, on ne touche pas au lobby, on ne touche pas aux armes à feu. Il n'empêche qu'il a réussi à mobiliser tellement qu'Hillary Clinton doit faire aujourd'hui des concessions. On verra si cette même Hillary Clinton, dans la campagne, a le courage politique de mettre la question des armes à feu sur le tapis.